Salut à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler de Big Data. Pour vraiment comprendre le Big Data, considérons d'abord ce qui existait avant. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, la quantité d'informations à notre disposition était plutôt limitée. Si vous vouliez savoir quelque chose, vous deviez compter sur votre mémoire, le bouche à oreille, les livres, ou peut-être des lettres et des journaux. La collecte et le partage d'informations étaient lents. Même lorsque nous avons commencé à utiliser des dispositifs comme le télégraphe, le téléphone, puis finalement l'ordinateur, la quantité de données créées restait relativement faible. Ce n'est qu'au cours de la dernière partie du XXe siècle que les choses ont commencé à changer radicalement. Les ordinateurs sont devenus plus puissants, le stockage de données est devenu moins cher et Internet a commencé à connecter le monde comme jamais auparavant. Au début des années 2000, nous étions parvenus à un point où un volume inimaginable de données était généré quotidiennement. Soudain, il n'y avait plus seulement les gouvernements ou les grandes organisations qui géraient de vastes ensembles de données. Toute personne possédant un smartphone faisait désormais partie de cette gigantesque machine productrice de données. Mais le simple volume ne définit pas à lui seul le Big Data. Il est utile de penser au Big Data en termes de 3 V: volume, variété et vélocité. Le volume fait référence à la quantité massive d'informations générées. Des millions de tweets, des milliards de publications Facebook, des billions de relevés de capteurs provenant de machines, d'appareils et de véhicules. La variété renvoie à la multitude de formes que peuvent prendre ces données. Texte, images, audio, vidéo, interactions sur les réseaux sociaux, points de géolocalisation, etc. La vélocité décrit la vitesse à laquelle ces données sont créées et doivent être traitées. Des flux d'informations en temps réel qui affluent depuis des réseaux du monde entier. Plus tard, on a ajouté d'autres V comme la véracité, la qualité et la précision des données, et la valeur potentielle cachée dans ces montagnes d'informations. Mais pour l'instant, savoir que c'est volumineux, rapide et sous des formes très diverses nous donne déjà un bon point de départ. Maintenant, comment en sommes-nous arrivés là ? Revenons à l'époque où les données vivaient principalement dans des tableaux bien ordonnés. Pendant des décennies, les entreprises et les organisations ont stocké leurs informations dans des bases de données structurées qui ressemblaient à d'immenses feuilles de calcul. Cela fonctionnait bien, tant qu'on traitait des choses comme des registres bancaires, des listes d'inventaire ou des transactions de vente. Mais dès qu'on essayait d'intégrer de nouveaux types d'informations, par exemple des images de caméras de sécurité ou des enregistrements audio d'appels au service client, ces bases de données structurées rencontraient des difficultés. Le premier défi a été de savoir comment stocker et traiter des données qui ne respectaient pas un format uniforme. Les premières tentatives ont impliqué des entrepôts de données complexes et coûteux, qui essayaient de tout faire entrer dans un cadre rigide. Mais forcer les données à adopter une structure préétablie faisait souvent perdre une grande partie de la richesse et des nuances présentes dans le contenu d'origine. Au début des années 2000, nous générions déjà beaucoup de données non structurées, notamment avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux et des smartphones. Des plateformes comme Google, Amazon et Facebook ont dû trouver des moyens de gérer des quantités gigantesques de contenu et d'interactions produits par les utilisateurs. Leur système devait être rapide, fiable et capable de monter en charge. Google, par exemple, devait indexer l'ensemble du World Wide Web, une immense source d'informations en croissance constante. Amazon avait besoin de personnaliser les recommandations de produits pour des millions de clients consultant des millions d'articles. Facebook devait stocker et récupérer des milliards de publications d'utilisateurs, de photos et de commentaires. Les systèmes de base de données traditionnels n'étaient pas conçus pour traiter cette échelle et cette diversité. Et il est vite apparu que de nouvelles technologies et approches étaient nécessaires. C'est là qu'entrent en scène des cadres technologiques innovants comme Hadoop. Né de concepts développés chez Google, Hadoop offrait un moyen de stocker de très grands volumes de données sur de nombreuses machines et utilisait une technique de traitement appelée MapReduce pour gérer les tâches de manière efficace. Imaginez que vous ayez besoin d'analyser une montagne de données gigantesques. Une possibilité est de tout transférer dans une seule machine extrêmement puissante, en espérant qu'elle puisse tout gérer. Cela peut marcher un temps, mais ça devient vite très coûteux et complexe.
L'autre solution, popularisée par Hadoop, est de diviser cette grosse tâche en de nombreuses tâches plus petites, chacune étant exécutée par un ordinateur ordinaire différent. C'est un peu comme répartir la charge de travail entre plusieurs personnes pour l'accomplir plus rapidement, sans dépendre d'un unique superordinateur. Ce concept, la distribution des données et du calcul sur plusieurs machines, a jeté les bases de la plupart des techniques que nous utilisons aujourd'hui pour le Big Data. Grâce à la technologie permettant de gérer d'énormes volumes de données non structurées, tout un univers de possibilités s'est ouvert. Au lieu de simplement lire des enregistrements structurés, les analystes et data scientists pouvaient désormais explorer des documents textes, des sites web, des flux de réseaux sociaux, des photographies, des vidéos, des journaux de capteurs provenant de machines et de véhicules, des données GPS de smartphones et bien plus encore. Les entreprises ont commencé à remarquer des tendances et des informations qui étaient auparavant invisibles. Par exemple, en étudiant des millions de clics d'utilisateurs, elles pouvaient déterminer quel type de contenu plaisait, quels produits les gens étaient susceptibles d'acheter ensuite, ou même à quel moment de la journée ils étaient les plus actifs. Les gouvernements et institutions de recherche ont découvert qu'ils pouvaient suivre la propagation de maladies, cartographier des zones sinistrées ou observer les changements environnementaux avec un niveau de détail sans précédent. Les scientifiques pouvaient analyser d'immenses jeux de données issus d'accélérateurs de particules ou de télescopes afin de chercher des motifs dans le rayonnement cosmique ou dans le comportement des particules subatomiques. Mais le Big Data ne se réduit pas à la seule technologie qui le rend possible. Il concerne également la théorie et les idées qui orientent la manière dont on interprète tous ces chiffres et signaux. Un concept clé est que lorsqu'on dispose de suffisamment de données, on n'a pas toujours besoin d'un modèle soigneusement élaboré pour décrire le fonctionnement du monde. Traditionnellement, si vous étiez chercheur, vous élaboriez d'abord une hypothèse. Par exemple, comment la température affecte le rendement des cultures, puis vous rassembliez des données pour tester cette hypothèse. Avec le Big Data, vous pourriez partir des données elles-mêmes, des milliards d'observations sur les cultures et la météo, et laisser des algorithmes sophistiqués trouver des relations et des schémas sans idées préconçues. Cette approche a parfois donné des résultats fascinants, car des modèles d'apprentissage automatique et des systèmes d'IA peuvent révéler des corrélations que des chercheurs humains n'auraient jamais pensé à explorer. Cependant, cette évolution s'accompagne aussi d'un grand nombre de défis et de nouvelles responsabilités. Il est trop facile de se dire « plus de données signifie de meilleures conclusions ». Mais si les données sont désordonnées, incomplètes, biaisées ou tout simplement inexactes, alors les conclusions tirées pourraient l'être également. Il faut garder à l'esprit que beaucoup des données que nous générons découlent de comportements humains. Cela signifie qu'elles peuvent refléter des biais humains, des inégalités sociales et des préjugés historiques. Si nous n'y prenons pas garde, les algorithmes entraînés sur ces données risquent de reproduire ces biais. C'est pourquoi comprendre la qualité et la provenance des données est si important. Les data scientists doivent tenir compte des questions d'éthique, de confidentialité et de légalité. Ce n'est pas parce que nous pouvons collecter toutes ces données que nous devons le faire systématiquement. Et ce n'est pas parce que nous pouvons les analyser que nous allons nécessairement le faire de manière responsable. Le Big Data recèle un potentiel immense pour le bien commun, mais il comporte aussi des risques de mauvaise utilisation. Un autre concept clé lié au Big Data est celui de la corrélation versus la causalité. En statistique et en sciences, il est facile de trouver deux variables corrélées, par exemple les ventes de crème glacée et les noyades, qui peuvent toutes deux augmenter durant les mois d'été. Mais cela ne signifie pas qu'il y a un lien de cause à effet entre elles. Avec le Big Data, on peut repérer des milliers, voire des millions de corrélations. Le défi est de les interpréter judicieusement. On peut laisser les algorithmes dénicher des connexions, mais les humains doivent encore faire preuve d'esprit critique, de connaissance du contexte et de compétences dans un domaine précis pour comprendre quelles relations ont un sens et lesquelles ne sont que des coïncidences. À mesure que le domaine a progressé, de nouveaux outils et cadres technologiques ont émergé. Les bases de données NoSQL, par exemple, sont conçues pour stocker des données sans imposer une structure prédéfinie rigide. Elles peuvent ainsi gérer des formats flexibles,
ce qui facilite le travail avec toutes ces formes variées de données. Puis sont venues les plateformes de streaming, capables de traiter des données en temps réel au fur et à mesure qu'elles arrivent. Imaginez le suivi des tweets sur un événement d'actualité au moment même où ils sont publiés, ou l'analyse des données de capteurs d'une éolienne afin de détecter d'éventuelles pannes avant qu'elles ne surviennent. Bien sûr, l'essor de l'informatique en nuage, cloud computing, a simplifié et rendu moins coûteux le stockage et l'analyse de gros volumes de données. Au lieu d'acheter et d'entretenir vos propres rangées de serveurs, vous pouvez louer de l'espace et de la puissance de calcul auprès d'un fournisseur de services cloud et adapter vos ressources en fonction des besoins. Au fur et à mesure que notre capacité à gérer le big data augmentait, nos ambitions ont également grandi. Des startups comme de grandes entreprises se sont mises à développer des systèmes de plus en plus intelligents. Des moteurs de recommandation qui nous aident à trouver des films ou de la musique susceptibles de nous plaire. Des systèmes de détection de fraude qui parcourent des milliards de transactions financières à la recherche d'activités suspectes. Ou des algorithmes de maintenance prédictive qui suggèrent quand entretenir les machines pour éviter les pannes. L'idée directrice est qu'avec suffisamment de données, on peut créer des modèles qui repèrent des tendances subtiles, prédisent des résultats et, dans une certaine mesure, apprennent de l'expérience. C'est ici que le big data recoupe l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ces domaines ont besoin de larges ensembles de données. Plus nous disposons de données de qualité, plus nos modèles peuvent devenir précis et performants. Ce qui rend le big data si transformateur, ce n'est pas seulement que nous disposons d'une grande quantité d'informations, mais que nous avons trouvé des moyens d'en tirer des enseignements qui étaient auparavant impossibles. Prenez le domaine de la médecine. Les médecins, les hôpitaux et les institutions de recherche peuvent désormais combiner les dossiers médicaux des patients, leurs données génétiques, les relevés de leurs objets connectés et leurs habitudes de vie pour obtenir de nouvelles perspectives sur les maladies, les traitements et la prévention. En analysant ces données, ils pourraient découvrir qu'une combinaison particulière de facteurs de risque permet de détecter une maladie plus tôt ou qu'un certain traitement est plus efficace pour un profil génétique donné. Dans le monde agricole, les agriculteurs peuvent utiliser des capteurs et des données historiques sur la météo et la qualité des sols pour optimiser le moment où ils sèment, arrosent et récoltent. Dans les transports, l'analyse de vastes ensembles de données provenant de capteurs de circulation et d'applications de navigation peut aider à réguler la congestion en temps réel. Tous ces progrès, grands et petits, s'additionnent pour façonner un monde où les décisions fondées sur les données deviennent la norme. Toutefois, il est utile de prendre du recul et de reconnaître que le big data continue d'évoluer. Au début, le simple fait de posséder les données et les outils pour les traiter représentait un avantage considérable. Aujourd'hui, à mesure que le domaine mûrit, ce qui importe davantage est la capacité à transformer ces données en informations utiles et en actions concrètes. La data science, qui est apparue comme une discipline au carrefour des statistiques, de l'informatique et de l'expertise métier, joue ici un rôle central. Un bon data scientist n'est pas seulement quelqu'un qui sait faire tourner des algorithmes. C'est aussi une personne qui comprend le contexte, pose les bonnes questions, nettoie et prépare correctement les données, puis communique les résultats à des gens qui ne parlent pas forcément le langage du code ou des mathématiques. Cette dernière étape, la communication, est cruciale. Les éclairages les plus brillants ne servent à rien s'ils restent cachés dans un rapport technique que personne ne lit. Comme nous le faisons maintenant, l'art d'expliquer le big data de manière claire et compréhensible est une compétence essentielle pour que les connaissances issues de toutes ces informations puissent éclairer les décisions de ceux qui en ont besoin. Il faut également songer au rythme effréné du changement. Il y a à peine 20 ans, il était difficile d'imaginer que nous allions traiter plusieurs hexaoctets de données par jour. Un hexaoctet, 1 milliard de gigaoctets, est une quantité d'informations vertigineuse. Pourtant, nous nous sommes tellement habitués à manipuler ces chiffres gigantesques qu'ils ne nous impressionnent même plus. Et de nouvelles sources de données ne cessent d'apparaître. Le phénomène de l'Internet des objets, IoT, ajoute des milliards d'appareils connectés, du thermostat intelligent chez vous, aux capteurs des chaînes de production en usine,
qui rejoignent le flux de données global. Les voitures autonomes génèrent et utilisent de gigantesques quantités de données chaque seconde, interprétant leur environnement et prenant des décisions en une fraction de seconde. Les drones, les satellites, les implants médicaux, les capteurs environnementaux. Tous ces dispositifs produisent un flux constant d'informations qu'il faut collecter, stocker, traiter et analyser. Ce constat nous amène à l'importance de rester adaptable et ouvert d'esprit. De la même façon que nous avons développé des technologies comme Hadoop et l'informatique en nuage pour gérer les premières phases de l'explosion des données, nous continuons d'inventer de nouvelles méthodes et approches. Aujourd'hui, les discussions portent souvent sur l'informatique distribuée, l'edge computing, traiter les données au plus près de l'endroit où elles sont générées, les techniques avancées d'apprentissage automatique et les frameworks de deep learning. Les problèmes et opportunités de demain exigeront peut-être des réflexions encore plus audacieuses sur la manière de stocker et de gérer l'information. Peut-être que l'informatique quantique rendra un jour certains défis d'aujourd'hui dérisoires. Ou peut-être que de nouvelles méthodes de compression et de chiffrement des données garantiront que ces énormes flux de données restent sûrs et efficaces. En même temps, il ne faut pas oublier l'aspect humain. La croissance du big data a suscité des débats sur la surveillance, la vie privée et la propriété des données. Qui devrait contrôler ces données? Les entreprises ont-elles le droit de conserver toutes les informations sur leurs clients indéfiniment? Comment s'assurer que les données personnelles ne soient pas utilisées à mauvais escient? Les lois et réglementations évoluent pour répondre à ces questions, et certains pays mettent en place des règles strictes de protection des données, obligeant les entreprises à être plus transparentes et responsables. Des comités d'éthique, des responsables politiques et des citoyens ordinaires participent à la discussion pour que le big data ne se transforme pas en Big Brother. Posséder toutes ces informations peut être une force considérable pour le bien. Prédire des épidémies, optimiser les réseaux d'énergie, lutter contre le changement climatique, mais cela peut aussi donner lieu à des abus. Trouver l'équilibre entre les avantages et les risques sera un défi permanent. Alors, quand quelqu'un demande « Qu'est-ce que le big data ?», il ne suffit pas de répondre. C'est beaucoup de données. Il s'agit de comprendre que nous vivons à une époque où la quantité d'informations générées par nos appareils, nos transactions, nos interactions et nos déplacements peut être mise à profit pour apprendre de nouvelles choses et résoudre des problèmes complexes. C'est un changement de perspective qui nous fait passer de petits échantillons et de modèles conçus à la main à des sources de données à grande échelle, souvent non structurées, analysées par des machines à une vitesse incroyable. C'est aussi un ensemble de technologies qui nous permettent de stocker et de traiter ces énormes volumes et variétés de données, d'approches théoriques qui nous guident dans l'interprétation de ces données, et de principes éthiques dont nous devons tenir compte en chemin. Par-dessus tout, le big data raconte une histoire de curiosité et d'ingéniosité humaine. Nous nous sommes retrouvés entourés d'océans d'informations, et nous avons inventé des bateaux, des serveurs puissants, des frameworks de calcul distribués, des algorithmes intelligents pour les parcourir. À mesure que nous naviguons plus loin dans ces mers de données, nous découvrons de nouvelles terres de compréhension et d'éclaircissement. Le voyage n'est pas terminé. En réalité, il ne fait que commencer. L'avenir nous apportera encore plus de données, plus de complexité et plus d'opportunités d'apprendre. Si nous l'abordons avec prudence, en posant les bonnes questions et en appliquant les bonnes garanties, le big data pourrait rendre notre monde plus intelligent, plus efficace, plus juste et plus humain. Vous n'avez pas besoin d'un bagage académique pour saisir l'essentiel du big data. Il s'agit avant tout de reconnaître que notre monde produit des informations à une échelle jamais vue auparavant et que nous disposons à présent d'outils pour en faire quelque chose. Que ce soit pour déterminer quel film vous souhaiteriez regarder ensuite ou pour repérer un schéma susceptible d'aider à diagnostiquer une maladie rare plus tôt, le big data se situe à l'intersection de la technologie, de la connaissance et de la vie quotidienne. Vous ne le ressentez peut-être pas en faisant défiler votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, mais vous êtes à la fois un acteur et un bénéficiaire de cette immense expérience autour des données. Chaque clic que vous faites et chaque contenu que vous consultez
ajoute une goutte à cet immense océan de données. Avec le temps et la bonne analyse, ces minuscules contributions peuvent aider à répondre à de grandes questions, à résoudre des problèmes urgents et à tracer la voie vers un avenir meilleur pour nous tous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve dans le prochain épisode.